Et bonjour à tous, soyez les bienvenus, comme je le disais, Geek Attitude. Alors, émission un petit peu spéciale. Alors, ce n'était vraiment pas fait exprès, puisque la musique que vous venez d'entendre était la musique d'introduction du film Les Gardiens de la Galaxie 2. Et puisqu'on parle de ça, j'ai un invité que je suis ravi d'avoir. Je veux bien sûr parler de David Kruger. Bonjour David. Bonjour. Alors, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu cette voix si particulière, ne serait-ce que dans des films, des séries, des jeux vidéo. Je pense notamment à Master Chief, dans le jeu Halo. Mais également, bien sûr, pourquoi les Gardiens de la Galaxie, puisque David est la voix française de Star-Lord. Oui. Alors, David, on va commencer Oui. tout de suite. Alors, vous êtes comédien, parce Oui. que je sais très bien que vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes comédien de doublage. Alors, comment vous avez été amené à être être comédien? Alors pour rebondir déjà sur ce que tu viens de dire, effectivement je ne suis pas comédien de doublage, je suis comédien tout court. Le doublage est une des branches multiples qu'offre le métier de comédien. En tant que comédien, on peut donc faire du cinéma, de la télévision, on peut jouer au théâtre, on peut faire aussi de la radio, on peut faire des voix de publicité, on peut faire des documentaires et on peut faire du doublage. Voilà, donc le doublage est une des branches que permet le métier de comédien. Donc ça c'est important. Voilà, je tiens toujours à le préciser. La deuxième question, comment je suis rentré là-dedans? Par atavisme, j'ai envie de dire. Mon père a été comédien, a été metteur en scène d'opéra, donc il a toujours baigné là-dedans, et je l'ai toujours connu là-dedans, et ma maman aussi est comédienne, et depuis, depuis très longtemps, 45 ans, 50 ans, elle fait du doublage aussi, voilà. D'accord. Alors, je suis également en compagnie de Julien. Salut Julien. Bonjour Alexandre. Et de David. Salut Alex. Alors, David, Julien, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à David. Il y a deux David, ça va être compliqué. D'accord. David, Oui. vous disiez que vos parents étaient comédiens, mais est-ce Oui. que vous vous prédestinez dès le départ? Vous avez toujours voulu être comédien? Non. D'accord. Non, je crois qu'on a un problème de casque. Non, Ah. mais c'est bon, C'est bon? Non, enfin moi ça va. Petit D'accord. problème technique. Non, ça va le faire. Non, en fait, je me prédestinais pas à ça du tout. Au départ, je voulais faire de la photo. Quand j'avais 14-15 ans, mon idée c'était de faire après le bac l'école des langues orientales, d'apprendre chinois et l'arabe parce que c'était deux langues que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, et puis de parcourir le monde et de faire des photos des gens dans le monde parce que je fais toujours de la photo et ce qui m'intéresse en photo c'est l'humain, voilà. Et puis je m'en suis rendu compte il y a pas très très longtemps pour de mauvaises raisons, un petit peu par défaut, j'ai opté pour la comédie et donc j'ai pris des cours d'art dramatique, des cours de chant, des cours de danse et voilà, et ça fait 31 ans que je fais ça et j'en suis très heureux, mais c'est vrai que au départ c'est pas ce à quoi je me prédestinais, hein, ça c'est clair. D'accord. Alors, je sais que vous avez eu des rôles dans des séries françaises comme si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Je crois Commissaire Moulin. J'ai tourné de temps en temps, oui. Commissaire Moulin, ça fait très longtemps. J'étais très 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 jeune. Je devais avoir 22 ans, 21, 22 ans. Oui, voilà, j'ai tourné de temps en temps voilà, mais c'est comment dire, ça a beau être le même métier, sont des univers vraiment très différents en fait. Voilà, et des univers qui ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Donc oui, j'ai tourné certaines choses et c'était très agréable. Mais c'est pas ce que j'ai fait de principal dans ma carrière entre guillemets, si je peux me permettre. D'accord. Julien, David, des questions peut-être? Et par rapport à votre carrière, quel personnage de jeux vidéo ou de film avez-vous doublé? Ouh là là.
Il y en a beaucoup. En 31 ans, c'est une question un peu large. Il y en a beaucoup. Récemment, on va dire par rapport aux films récents, les jeux récents. Ces dernières années, ce qui a été le plus marquant, si je puis dire. Bon, il y a eu chez Marmour dans la série Esprit criminel que j'ai doublé pendant 12 ans. Voilà, Esprit criminel continue, mais lui est parti il y a 2-3 ans maintenant. Chez Marmour d'ailleurs, qui va revenir, je crois, bientôt sur, je suis sûr, sur TF1, dans une série qui s'appelle SWAT, dont on a terminé la première saison il y a 3 mois d'enregistrer. Et puis c'est pas les plus importants, mais dans les comédiens ces derniers temps sur lesquels j'ai travaillé, il y a eu Dwayne Johnson, qui a été un peu important depuis quelques années. Il y a eu les Fast and Furious 5, 6, 7, 8, il y a eu No Pain No Gain, il y a eu Hercule, il y a eu Baywatch, donc Alerta Malibu, il y a eu Skyscraper qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a eu Hercule, je crois que je l'ai déjà dit. Rampage. Non, alors. Alors voilà. Non, mais c'est pas grave. Il n'y a pas eu Rampage et il n'y a pas eu San Andreas. Pourquoi? C'est très simple. C'est un ami à moi qui double Dwayne Johnson pour ces films-là. Pourquoi? Parce que c'est il l'a doublé avant pour la Warner. En fait, tous ces deux films-là que tu viens de citer, Rampage et donc San Andreas, sont des films Warner. Et la Warner avant que je ne prête ma voix à Dwayne Johnson, la Warner avait engagé donc mon ami Guillaume Orsa pour doubler Dwayne Johnson. Et ils sont fidèles à Guillaume pour tous les films, tous leurs films dans lesquels il y a Dwayne Johnson. Très bien. Donc pour la Warner, ce n'est pas ma voix, c'est Guillaume. Voilà, c'est comme ça. Okay. Et puis sinon il y a eu Chris Pratt que là vraiment c'est une belle rencontre parce que j'aime énormément ce comédien, je le Jurassic trouve. World, c'est bien ça. Alors il y a eu Jurassic World, il y a eu donc les deux, il y a eu Gardiens de la Galaxie, il y a eu Passengers et les 7 mercenaires. Donc ça fait déjà 6-7 films et c'est un vrai plaisir de travailler sur le personnage, sur ce comédien, parce que c'est un mec vraiment drôle et j'aime vraiment je trouve qu'il y a toujours un petit peu de sourire dans ses yeux et dans sa façon de jouer. C'est très intéressant. Et puis il y a eu les Very Bad Trip aussi, les 3 Very Bad Trip, puisque j'ai doublé son nom m'échappe tout ça. Oui, Ed Helms qui fait le dentiste. En fait, voilà. Il y a eu dernièrement un dessin animé assez marrant qui s'appelle Capitaine Super Slip, qui est sorti il y a 1 an presque maintenant, je crois, laquelle je double le Capitaine Super Slip. Voilà. C'était très drôle à faire. Il y a une série de dessins animés qu'on est en train de faire et qui va, je crois que c'est pour Netflix. Il me semble aussi. Je ne veux pas te dire de bêtises. Donc ça c'est vachement rigolo à faire. J'ai chanté aussi, par exemple, la chanson du pirate dans Réponse, il me semble, c'est Réponse. Ce pirate qui dit qu'il a toujours voulu être un artiste, etc. Dans la taverne. Voilà, exactement. Donc il y a des choses très intéressantes à faire et c'est, je monopolise un peu la parole, mais c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que c'est assez divers. C'est très divers, on fait plein de choses différentes, des rôles différents, on travaille avec des gens différents, dans des studios différents, sur des histoires différentes, donc il y a pas de routine, et c'est assez passionnant, surtout, c'est même très passionnant, surtout quand on travaille, on a la chance de doubler des comédiens qui sont bons et qui offre une grande palette de jeux. C'est-à-dire que là, ça devient intéressant parce que soi-même, en plus du plaisir de travailler bien évidemment dans ce métier, on a le plaisir de jouer des choses vraiment et d'incarner les personnages. Et ça, c'est assez passionnant. Voilà, comme le Major d'ailleurs. Tu en parlais tout à l'heure dans Halo. Voilà, c'est un personnage emblématique, le Major, vraiment, qui marque toute une génération, même voire 2, parce que ça continue. Ça fait 16-17 ans maintenant que le premier opus est sorti.
Donc c'est passionnant d'incarner, même si ce n'est que vocal, d'incarner toute cette pléiade d'acteurs et de personnages. C'est déroutant parfois, et puis ça me fait voyager, c'est vachement bien, quoi. Voilà, pardon, je suis un peu long. Non, mais vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Vous êtes là pour ça, j'ai envie de dire. Merci à vous pour vos réponses. Alors moi, je voulais savoir comment vous avez été amené à faire du doublage. Eh ben, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, c'est que au départ, je me prédestinais à faire de la photo et à parcourir le monde, et puis j'avais ma maman qui travaillait là-dedans, et puis tir du bac, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et puis voilà, j'avais rencontré des gens, elle m'avait fait rencontrer des gens un petit peu lors de dîners, de soirées à la maison, bon, et puis je me suis dit pourquoi pas. Et à l'époque, c'est pour ça que je dis que j'ai un petit peu fait par défaut, c'est que c'était une façon pour moi de me rapprocher de mon père, voilà, pour être très clair. Et donc j'ai fait ça, quoi. Je me suis lancé, j'ai pris des cours d'art dramatique pendant 1 an et demi, 2 ans, et j'ai enchaîné avec du chant, avec de la danse. Donc j'ai fait des claquettes, du jazz, du classique. J'ai essayé d'être le plus pluridisciplinaire possible, ce qui à l'époque n'était pas d'ailleurs très bien vu. Quand je me présentais à des castings où des agents disaient mais qu'est-ce que vous faites en fait? Je dis je fais tout ça. Mais on ne sait pas vraiment ce que vous êtes. Vous êtes comédien, vous êtes danseur, vous êtes chanteur. Bon bref. Donc c'était une époque. Maintenant, quand on arrive avec un CV bien rempli, qu'on dit qu'on fait du chant, de la danse et de la comédie, on fait waouh génial, waouh super. Mais à l'époque, c'était il y a 30 ans, c'était les gens ne savaient pas dans quelle case nous mettre. C'est un truc très je crois franco-français, de mettre les gens dans les cases, ils adorent ça. Et donc à l'époque, on savait pas dans quelle case je rentrais. Bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait ça, ça m'a beaucoup plu, ça a été formateur. J'ai adoré faire de la danse, j'ai adoré faire tout ça. Et puis ma maman, me voyant m'engager dans ce métier de comédien, s'est dit je vais lui filer un petit coup de main. Donc j'ai rencontré des gens. Qu'est-ce que toute maman fait, hein. J'ai rencontré des gens et puis j'ai fait un premier cachet, un deuxième cachet, j'ai fait quelques petites lignes comme ça sur une série, voilà, j'avais pas grand-chose à dire et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres gens, voilà, c'est une espèce de pierre qui roule et qui amasse une certaine mousse et puis ça a bien fonctionné et puis voilà, je suis resté dans cette branche du métier en faisant d'autres choses à côté. Mais voilà, c'est comme ça que j'y suis rentré. Alors, est-ce que vous avez également des souvenirs de vos débuts autant dans la comédie que dans le doublage? La comédie et le doublage, donc je le répète, c'est la même chose, hein, c'est juste une branche du métier de comédien. Des souvenirs, oui. Alors, je le dis et je vous jure que c'est pas de la fausse modestie. Si tant est que j'ai appelé ça des capacités. Je vais pas parler de don ou de talent, hein, je parle de capacité. Si tant est que j'en ai aujourd'hui, je me souviens que les 2-3 premières années en studio, pour moi, étaient vraiment très compliquées. Parce que c'est une technique particulière, le doublage, vraiment. C'est une technique pas très très particulière, qui demande beaucoup de vivacité, de rapidité. C'est-à-dire qu'en général, on écoute la scène une fois ou deux, sauf si elle est vraiment très compliquée, voilà. Et très vite, on voit une scène quand on l'écoute. Généralement, ça dure entre 15 et 40 secondes. C'est déjà beaucoup, 40 secondes pour une scène, voilà. Et tout de suite après, on revient au début de la scène et on l'enregistre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde le texte, qu'on analyse le texte, qu'en même temps on écoute l'anglais, enfin en tout cas la langue étrangère, et qu'on analyse ce qui se passe, si c'est une scène d'amour, une scène de guerre, une scène de restaurant, une scène de quoi que ce soit. Et une fois qu'on a écouté la scène en anglais, hop, on la restitue en français derrière. Donc ça demande beaucoup de rapidité. Donc déjà ça c'était un exercice auquel j'étais pas habitué évidemment au début, donc c'était très compliqué pour moi. Et surtout, et je crois que ça c'est la partie la plus importante en fait, c'est que j'aimais pas ma voix. Et donc, quand on réécoutait la scène en français pour voir, si c'était bien doublé, si c'était bien joué, si ça rentrait dans les bouches des comédiens à l'image, tout ça,
À chaque fois, c'était une horreur de m'entendre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette voix? J'avais 19-20 ans, c'était absolument infernal. Et le fait, en fait, et c'est là où il y a le déclic, c'est que le fait de pas apprécier sa voix au départ, ça ne m'aidait pas à rentrer dans la technique. Et je me souviens plus exactement sur quel travail, sur quel film, sur quelle série, peu importe, mais à un moment donné, j'ai apprécié. J'ai accepté ma voix telle qu'elle était. Et le fait de l'accepter m'a permis de ne plus prêter attention qu'à ça et pour le coup de passer à l'étape suivante qui était la partie technique. Et là j'ai commencé à m'amuser. Et en fait, quand je dis m'amuser, j'ai commencé à pouvoir me faire plaisir en travaillant, en jouant et voilà. Et dès que j'ai trouvé ce plaisir-là et que j'ai accepté ma voix telle qu'elle était, parce qu'on a tous une voix particulière, voilà, fallait que j'accepte la mienne, et dès que j'ai commencé à accepter ma voix, là ça a été plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pu vraiment me concentrer sur le travail, sur le jeu, etc. Et là c'est devenu agréable, ce qui n'était pas forcément tout à fait le cas dans les premières années. Voilà. D'accord. Alors David, on va parler d'un sujet. Attention, ça va être... Quel sujet. Voilà, le jeu Halo, puisque tu es la voix française de John 117. Alors, j'ai besoin d'une petite précision. Oui. Peut-être que tu connais la réponse. Parce que je me suis fait une remarque. Il s'appelle John, et c'est un Spartan. Oui. Est-ce que ce serait pas une petite référence à Demolition Man? Je n'en sais absolument rien. D'accord. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à ta question. Non, parce que le personnage s'appelle John Spartan, alors je me suis dit que... Peut-être, faudrait demander au créateur. Alors David, comment ça s'est passé? Comment s'est passé le casting? Comment t'as été amené à faire la voix de ce personnage charismatique? Tout bêtement par un casting. C'est-à-dire donc je sais plus quelle année exactement est sorti le premier jeu, c'était 2000, 2001, c'était 2001. Alors attends, je vais te dire ça. J'ai un fan à côté. 2002 il est sorti. 2002, voilà. C'est étonnant qu'il a pas remis donc ça fait 16 ans. En fait voilà un casting, un studio d'enregistrement de jeux vidéo qui m'a appelé en me disant voilà tu viens, on a un casting pour un nouveau jeu, voilà ça va être super blablabla. Et donc je suis arrivé et j'ai écouté la voix du Major dans la version originale et puis j'ai fait un essai. Donc j'ai enregistré les quelques phrases qu'il fallait enregistrer pour l'essai. Et puis quelques jours ou quelques semaines après, on m'a rappelé, on m'a dit t'as été retenu. Bon génial, j'ai été retenu. C'était pas la première fois et ça m'est arrivé depuis encore souvent d'être retenu sur un personnage d'un jeu, voilà. Sauf que bien évidemment c'était le premier opus de la série Halo et donc personne il y a 16 ans. Bien évidemment, c'était certainement un espoir des producteurs et des concepteurs du jeu. Qu'on fait pas un jeu comme ça en espérant qu'il se casse la gueule. Donc je pense qu'ils espéraient que ça allait devenir un succès. Je ne pense pas qu'ils imaginaient que ça allait devenir un tel succès planétaire. Et j'avoue que moi j'enregistrais le jeu en me disant voilà c'est un personnage, il y aura peut-être une deuxième histoire un jour et tout, puis voilà dans 2-3 ans je vais refaire une deuxième histoire. Et en fait ça a pris des proportions que j'imaginais même pas. Et c'est-à-dire que après même la sortie du premier opus, il y avait des gens qui me contactaient, qui ont eu mes coordonnées, que ce soit téléphonique, mail, Facebook, et ils me contactaient tout de suite des fans et ça a pris une ampleur incroyable. Donc j'ai passé un essai, j'ai été retenu. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant de dire ça parce que et là encore c'est vraiment pas de la fausse modestie. Je ne tire absolument aucune gloire de doubler tel comédien ou tel personnage, etc. Il se trouve que je suis retenu sur des essais comme tous mes copains ou copines, si j'ai des rôles féminins, sont retenus aussi sur telle comédienne ou sur tel personnage. Quand on est retenu, quand on est choisi, on est bien évidemment très heureux de ça, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est moi. Bon, merci la vie, merci, voilà. Mais
vraiment, j'en tire aucune gloire. C'est comme ça. Et je suis très heureux, hein, pour le coup. Hein, je ne renie absolument rien. Mais voilà. Puis c'est sympa parce que je rencontre plein de gens. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse dans cette vie, dans ma vie, et je parle vraiment que pour moi, c'est... J'en parlais tout à l'heure à David, l'autre David qui était autour de cette table. Et moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les rencontres humaines, c'est les relations humaines. Et grâce à tout ce que je fais depuis toutes ces années, et les conventions particulièrement, je rencontre des gens absolument fabuleux. Et les relations que j'ai avec les gens que je rencontre, des gens lambda, j'ai envie de dire, des fans, voilà, sont magnifiques. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. S'il y a vraiment la finalité la plus importante pour moi en faisant ce métier, c'est de rencontrer l'autre. Voilà, c'est d'être en contact avec l'autre. Et ça, c'est vachement important. Et comment ça se passe? Ah, David, tu voulais une question peut-être? Julien, non? Oui, j'ai une petite question à poser à David. Oui. Quand vous doublez les personnages de films ou jeux vidéo, par rapport à votre voix, est-ce que vous gardez votre voix principale ou vous la modifiez un peu pour entrer dans le rôle des personnages? Alors, je sais pas comment ça se passe pour mes... Donc, je vais parler que pour moi, bien évidemment. Je sais pas comment ça se passe pour mes camarades. Voilà. Je ne peux pas faire autrement que de m'adapter à la voix que j'entends. Je sais pas pourquoi. Il se passe un truc sur mes cordes vocales, j'en sais rien. En tout cas, si j'ai un personnage qui tout à coup est léger, ma voix, j'aurais beau essayer de la conserver dans les graves, elle va s'alléger. C'est très très con, hein. Et puis, quand elle est dans les graves, ben, je travaille avec mes graves. J'aime beaucoup ça en fait, cette possibilité que la voix change. Là, je suis près du micro, je parle doucement, donc ma voix est un peu dans les graves, mais il y a des personnages où tout à coup ma voix va partir dans des trucs très 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 aigus et on va pas comprendre, mais bon, voilà. Et c'est vachement intéressant de faire ça. Par exemple pour le Major, et en plus c'est un travail avec, c'est pour ça que je parle de technique aussi, c'est que c'est un travail en enregistrement avec l'ingé son. C'est-à-dire que l'ingé son sur sa console de travail, si on appelle ça, il vient me chercher, c'est-à-dire qu'il monte ses potards sur sa console, j'aurais pas beaucoup d'efforts à faire et je pourrais rester dans mes graves. C'est ce qui se passe pour le Major, par exemple. Okay. Ma voix naturelle n'est pas celle du Major, mais ma voix dans mes graves devient celle du Major. Et quand j'ai passé les essais, et quand j'enregistre ce genre de personnage à la voix grave, je me colle au micro. L'ingé son vient me chercher, donc vraiment j'ai pas d'effort à faire, et là tout à coup je peux rester dans mes graves et tout à coup sortir les phrases du Major. Par exemple, il me faut une arme, et dès que je fais ce truc là, je reste dans mes graves. Mais si je parlais comme ça dans la vie, vous ne m'entendriez pas, parce que c'est dans les graves on a beaucoup moins de puissance, beaucoup moins de voilà, et donc de punch, et donc si j'avais pas l'aide du micro, je ne pourrais pas enregistrer la voix du Major. En fait, c'est ça qui est assez extraordinaire. Mais quand je me rapproche du micro vraiment et que je suis dans le truc et que je suis concentré et que j'écoute la voix en plus originale comme appui sur laquelle je m'appuie, c'est vrai que voilà, tout de suite derrière j'ai Cortana, c'est des questions de technique, une arme, les Covenants, et tout à coup je peux rester là-dedans. Mais sinon voilà. Donc c'est pour ça que je parle de technique depuis tout à l'heure. C'est que c'est vraiment, on s'adapte à la voix et au personnage. Et ça, c'est vraiment fait partie du jeu, en fait. C'est partie du travail déjà, de la comédie, et c'est partie du travail. Et c'est absolument fabuleux. Voilà, pour le personnage de Very Bad Trip, le comédien Ed Helms, lui est souvent dans les aigus, il monte, et voilà. Chris Pratt est un peu plus léger aussi. Voilà. Et puis en plus il est rigolo. Donc le fait d'être rigolo, d'être un peu drôle, un personnage un peu comique, en tout cas un peu voilà, drôlatique, fait que on peut se permettre de temps en temps de péter un câble et de monter dans ses aigus et de crier, de faire un truc et d'avoir la voix qui déraille un petit peu. Donc ça c'est vachement intéressant, c'est vachement amusant et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est de jouer avec sa voix, avec son organe. Ça c'est génial. Voilà. Alors merci. D'accord. Alors on a été rejoint par une charmante demoiselle. Charmante, pas sûre. Si, je confirme. Donc c'est Ophélie. Salut Ophélie. Bonjour Ophélie. Salut Alexandre. Bonjour. Salut tout le monde. Alors Ophélie salut. Qui est aussi... Pardon ? Je disais salut, c'est tout. Ah d'accord. Donc Ophélie, oui, elle n'a pas encore le casque, mais ça va venir. Donc elle est animatrice également de l'émission Kids en Folie tous les samedis matins de quelle heure à quelle heure ? 8h à 10h. Voilà, mais t'étais pas là ce matin. Voilà. Donc voilà. Des questions peut-être à poser ?
Ben, pour le moment, non. Je vais te laisser continuer et m'installer. D'accord, merci. Alors moi, David, comment ça se passe le contact avec les fans? Est-ce qu'il y a ça vous est déjà arrivé que des gens vous demandent, tiens, est-ce que vous pouvez m'enregistrer mon message de répondeur avec la voix de Master Chief ou de Star-Lord? Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Je le fais très agréablement et très gracieusement, surtout pour des conventions ou des gens qui viennent des copains, comme c'est le cas pour la convention du 68e impérial qui a lieu dans l'est de la France, à côté de Colmar, où j'ai été invité en novembre dernier et où je retourne là le 15 et le 16 décembre. Une grosse convention là, c'est la 8e ou 9e année et là ils ont vraiment mis les bouchées doubles et voilà. Et effectivement ils m'ont demandé, ça arrive, d'enregistrer avec telle voix ou telle voix, en tout cas de leur faire un petit message ou sur leur page Facebook, etc. Tout ça. Je vais d'ailleurs me prêter à cet exercice pour une convention que je fais, comment s'appelle la ville, je crois que c'est Plouénan, au-dessus de Brest, en Bretagne. Une convention, c'est un garçon formidable qui s'appelle Morgan, qui organise sa première convention. Il y avait rien. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, David, qu'il y avait rien dans le coin de Compiègne, etc. Lui s'est dit, il y a rien. C'est l'univers Star, je crois. Exactement, exactement. J'ai un ami qui va en voilà. Et Morgan s'est dit comme toi, il s'est dit putain, il y a rien dans le coin, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Les gens sont obligés d'aller à Marseille, à Nice, à machin, à Paris. C'est ça. Voilà. Donc il a organisé un truc, c'est la première année, il se défonce, mais il se bat vraiment comme un chien galeux et il fait un truc extraordinaire. Il est en train de préparer, voilà. Et donc Morgan, c'est pareil, il m'a demandé d'enregistrer un petit texte qui sera certainement diffusé sur internet ou sur sa page ou peut-être dans les magasins d'à côté, j'en sais rien. En tout cas, voilà, je me prête très volontiers à ce genre de choses. On m'a jamais demandé d'enregistrer des voix de répondeurs. Jamais. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Mais en tout cas, je me prête à l'exercice vraiment avec beaucoup de plaisir et rencontrer les fans, les geeks, je sais pas comment les appeler. Même les gens de manière générale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup parce que on reste dans l'humain. Et encore une fois, je le répète et je vous jure que c'est vrai, c'est ma vérité. J'adore le contact humain. Ça me nourrit en fait. Je trouve que l'autre est nourrissant. Alors c'est pas comment je veux dire égoïste, je me nourris et puis je me sers des autres, etc. C'est juste que je trouve que l'autre est passionnant. Et on a tous à apprendre de l'autre et le rapport humain voilà, me grise quoi, ça me motive, ça me fait vivre, ça me fait respirer et à notre époque où les gens, c'est pas une critique, c'est juste un constat où les gens sont, moi le premier quelquefois aussi, mais j'essaie de me battre contre ça, sont sur leur téléphone portable, ne communiquent plus, ne parlent plus, voilà. Je mets un point d'honneur véritablement à continuer à essayer de rester dans ce contact humain et dans cette vraie relation avec la parole, avec le regard, avec etc. Donc les fans quand ils viennent me voir, ça m'est arrivé au Paris Manga 2 fois, ça m'est arrivé dans quelques conventions, voilà. Là, il y a un vrai contact. C'est-à-dire qu'ils lâchent leur portable, sauf pour prendre un petit selfie avec moi, machin. Ils lâchent leur portable et ils sont dans une vraie communication. Et là, tout à coup, ça devient vachement intéressant. Et souvent, même des gens qu'on appelle les no-live, je crois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent 24 heures sur 24, etc. Tout à coup, même ces gens-là, même ces fans-là, ils revivent. Oui, c'est exactement, tu as raison, David. J'ai l'impression ils revivent. C'est-à-dire que tout à coup, ils sont en contact avec quelqu'un, moi ou d'autres, je parle de moi parce que je suis là, mais d'autres comédiens que j'ai pu avoir, des copains qui étaient pareils au Paris Manga, par exemple, vraiment, ils lâchent leur truc. Et ils sont là. Et ils posent des questions, des vraies questions. Et on se regarde dans les yeux. Et on se parle. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que, je vous le jure, j'ai pas envie de faire le prophète de quoi que ce soit, mais la relation humaine à l'autre, le discours, la parole, le regard, le fait de se voir, de se contacter, même physiquement, c'est sublime. Et donc, j'adore ces moments-là. C'est des moments de grande passion, des moments de tendresse quelquefois. Je me souviens, au Paris Manga, il y a quelques années,
il y a un garçon, un jeune garçon, je dirais 20-25 ans, qui est arrivé en fauteuil, atteint a priori apparemment d'une trisomie très forte, enfin vraiment, mais qui était le sourire aux lèvres, mais jusqu'aux oreilles, qui était accompagné par un ami à lui, etc. Et je me souviens, je me suis levé de ma table et j'ai été me mettre vraiment près de lui, à côté de son fauteuil roulant, et on s'est pris dans les bras, et il pleurait, et c'est même moi, enfin je veux dire, j'ai été ému aux larmes. Et ce genre de moment, pour moi, humainement, n'a absolument pas de prix. Voilà. Et donc la relation aux fans, elle est comme ça. Moi, je la veux intense, en tout cas. C'est comme ça que je la vis. Parce que voilà, et c'est pas de l'ego, c'est pas ouais il m'aime, génial, il m'aime, ouais c'est super. Non, c'est pas de l'ego, c'est vraiment c'est de l'humain. C'est de l'humain. Oui, c'est le contact. C'est le contact, véritablement. Et c'est ça que j'aime. Donc en tout cas, moi, avec les fans ou les gens qui apprécient mon travail, c'est ce genre de contact-là que je veux conserver et que j'aime. Voilà. Alors, David, quand vous voyez en convention des Oui. gens qui sont en cosplay, Oui. que ce soit Star-Lord ou même Masterchef, Oui. comment ils sont les fans quand ils vous voient? Ils doivent être hystériques comme celui qui est à votre droite. Non, à ta droite et à ma gauche. Ah, voilà, c'est ça. Non, ils sont pas hystériques. Ils sont très respectueux, très respectueux. Et je le répète, c'est toujours un plaisir de parler et de discuter avec ces gens-là, quoi. Voilà. Et je dis ces gens-là, pas de manière péjorative. Hein, voilà, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui sont alors geeks, comme on dit, c'est ça. C'est ça. Geeks, Ouais, qui sont fans, qui sont Geek dans les fan. univers, etc. Vraiment. Et il y a certains costumes qui sont absolument magnifiques. Vraiment. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit coucou indirect à Baptiste, qu'on a déjà eu dans l'émission, qui est membre d'un groupe de cosplay dont j'avoue je fais partie, et on va voir les enfants dans les hôpitaux, les enfants malades, on va leur donner un petit peu de Ça, c'est sourire. génial, ça. Et je suis ravi de vous soutenir Bah merci David. lors de ma d'ailleurs, convention. parle-nous un petit peu justement en quelques mots de ta convention qui aura lieu au mois de mars, je crois. C'est ça, exactement. Donc, c'est la convention, c'est la Compiègne Geek Convention qui aura lieu le 9 et 10 mars 2019 à Compiègne, au centre de rencontre de la Victoire. Donc, cette convention est organisée principalement pour les fans et les geeks, comme on n'arrête pas de dire tout à l'heure. Donc, il y aura un peu de tout, des associations, de création de décors, de cosplay. Il y aura des groupes de cosplay sur le thème Star Wars principalement, et puis plein d'autres, mais j'attends d'avoir la confirmation pour vous les annoncer sur ma page Facebook. Ensuite, on aura des stands de jeux vidéo, des tournois online, des tournois de consoles. On aura des invités. Donc, il y a pas mal de belles surprises à venir. D'accord. Et on aura. Et en gros, on soutient aussi, comme j'ai pu annoncer il y a quelques jours sur notre page Facebook, on va soutenir votre association. Donc, si je me trompe pas, c'est Cosplay Hôpital 60, voilà, c'est ça. qui sera présente lors de notre convention. Et pour les soutenir, nous allons leur faire un don en fin de convention pour les aider financièrement, pour aider tous les enfants hospitalisés. D'accord, c'est magnifique, vraiment. C'est génial, et beaucoup de conventions font ça. La convention à laquelle je participe, là, cette deuxième année, à côté de Colmar, fait ça aussi. Il y a une partie, le prix d'entrée est vraiment dérisoire, et il y a effectivement une partie qui est distribuée, une association qui va aux enfants malades, etc. Moi-même, je suis parrain d'une association qui s'occupe de la souffrance des enfants. Voilà, c'est le accès de l'association contre la souffrance des enfants douloureux, et je trouve que voilà, quand on peut faire bénéficier des associations, voilà, c'est magnifique. Donc bravo à David. Il faudra lui faire de la pub tous les mois. Ah mais de toute façon, c'est encore de négociation. Hein. C'est encore de négociation parce qu'on va peut-être faire quelques petits projets avec la convention David et la radio. Peut-être faire l'animation, même faire un plateau, une émission extérieure, mais ça, on verra ça. C'est encore deux projets. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. Il faut que la radio soit sur place. Il faut. Il y aura un stand. C'est prévu un petit stand pour que la radio fasse le direct. Au moins, ouais, exactement. Au moins 1 heure par jour de direct par rapport au stand, etc. Et aller voir les différentes. Ah non, mais ça, faut le faire. Non, mais vraiment. Ah oui. Il faut le faire pour l'association, pour la radio, pour la convention
convention, il faut absolument. Moi, c'est. Il faut se On est mobiliser. tous des hein. associations, pourquoi pas s'entraider de toute façon. Donc, Il faut se mobiliser vraiment. Puis voilà, nous, on est une radio associative, donc on est là pour promouvoir les événements qui se passent dans la région. Et voilà, on est là, on aussi se met à notre, la on- Cette convention est gérée par notre association aussi à but non lucratif, donc The Ultimate SIFI, donc On en reparle qui après. organise la convention, la Compiègne Geek On en Convention. parle après si Ouais. vous voulez bien. Alors, David, Oui. Lequel? Moi. toi, l'invité d'honneur. Quand on t'a proposé, tu es passé le casting pour les Gardiens de la Galaxie. Oui. Est-ce que tu connaissais l'univers? Oui, bah, je connaissais l'univers parce que j'avais, voilà, de temps en temps, je vois des films de ce genre-là quand même. Non, mais je veux dire, Je veux dire, j'avais 10 ans quand la Guerre des Étoiles est sorti, le premier, hein, le premier, le 4, le 5 et le 6, hein, voilà, c'est les vrais, la première vrais. trilogie, pas les espèces de remakes, enfin, de continuité vaseuse fait derrière. Hein. Enfin, quoique le 1, 2, 3, ça suit. Alors, ce qui suit, bah bref, je me tais, je vais dire des méchancetés. Non, voilà, donc oui, j'aime beaucoup cet univers-là. Bon, c'est pas vraiment, voilà, maintenant j'ai 50 ans, donc je suis un petit moins plongé dedans, c'est y a vrai, pas d'âge. mais c'est vrai que, non, il y a pas d'âge. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai amené mon fils voir tous ces films-là, et voilà. Donc oui, je connaissais un petit peu l'univers, mais sans vraiment connaître les personnages, là, pour le coup. Sans avoir lu les comics? Ah non. Et quand on va, voilà, j'ai passé l'essai pour les gardiens. Oui, c'est super, c'est génial, ça bouge, il y a des étoiles, il y a des... Très bon film. J'ai dit, c'est génial, il y a plein de bruitages, plein de trucs. Ça a l'air vachement fun, en plus ça a l'air drôle, il y a un petit personnage, oh, il y a un arbre qui parle, tout ça. Mais... voilà, et alors ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que anecdote, c'est que j'ai passé un double essai à l'époque. J'ai passé un essai sur Chris Pratt et j'ai passé un essai sur Rocket. Exactement. Ah oui. Et voilà. Et je suis très heureux du choix qui a été fait. J'adore Chris Pratt et je suis très heureux aussi parce que c'est Alexis Victor qui double Rocket, puisque c'est son comédien américain. Bradley Cooper. Et ça, c'est Bradley Cooper. D'ailleurs, Bradley Cooper va sortir bientôt un film, là, Star is Born, naissance d'une vedette, quoi, qui va sortir bientôt, qu'il a réalisé lui-même. Et c'est encore Alexis qui fait la voix de Bradley Cooper. Et Alexis est génial sur Bradley Cooper. Absolument génial. C'est-à-dire que ça, il y a des matchs comme ça. Il y a des rencontres qui se font vocales avec des personnages. Je pense au comédien qui double Schwarzenegger, par exemple. Je pense à Patrick Poivet qui double Bruce Willis depuis 30 ans, plus de 30 ans. C'est-à-dire que il y a des matchs comme ça qui se font. Il y a des rencontres entre une voix et un acteur. Et voilà. Et Alexis a rencontré Bradley Cooper. Vraiment, c'est une rencontre extraordinaire. Et j'aime beaucoup ce que fait Alexis sur Bradley Cooper. Et en parlant de ce sujet, en tant que comédien, avez-vous pu rencontrer les acteurs que vous avez doublés? Jamais. Jamais. J'ai failli rencontrer... Qui c'était? Oui, mais je me souviens plus du nom de l'acteur. Le comédien américain qui dans la série Arrow fait Deathstroke. Ah oui. Parce que Deathstroke, c'est moi qui double Oui. Deathstroke dans la série, et je me souviens plus comment s'appelle le comédien, mais j'ai failli le rencontrer lors d'une convention. Il a failli y avoir une organisation. Enfin, je sais pas si c'est d'ailleurs, je me demande si c'était pas au dernier Paris Manga où il y a un invité qui s'est désisté. Donc je crois que ce comédien-là a été invité à la dernière seconde, et une amie qui s'occupe un petit peu de ça par rapport au comédien français m'a dit, est-ce que t'es libre? Et on a machin dans des strokes, etc. qui vient. Je dis, malheureusement, je suis pas libre. Donc j'ai failli le rencontrer, mais sinon jamais. D'accord. Sinon, jamais. Et sur le doublage des Gardiens de la Galaxie, je voudrais te dire que j'apprécie beaucoup Nathalie Carsanti, Oui. si je dis pas de bêtises, Oui. qui fait la voix de Gamora. Oui. Et je vous invite également, chers auditeurs, à aller voir sa chaîne YouTube où elle fait une émission qui s'appelle Il était une voix. Ouais. Ça, c'est très bien, ça. Ouais. Non, vraiment. Ah oui, franchement, j'adore cette émission. Puis elle est, je trouve qu'elle a un petit côté spontané quand elle pose C'est ses totalement questions. spontané. Moi, j'aime beaucoup Nathalie aussi. C'est totalement spontané. Et puis, ce qui est génial, c'est que je le redis, pardon de me répéter comme ça, mais voilà, c'est spontané. Elle est dans le rapport humain. Donc, elle pose des questions. C'est un face à face. Et
Et il y a vraiment du regard. Les deux protagonistes, que ce soit elle, le comédien ou la comédienne, se regardent, se parlent et ça discute vrai. Il y a de la vérité là-dedans et c'est formidable. J'adore. Il y a vraiment un échange. C'est vrai. C'est un vrai échange. Ophélie, peut-être une question? Ah non. Comment je t'ai surpris? J'écoute avec beaucoup d'attention. Avec admiration. Voilà, c'est ça. C'est ça, je pense que ça se voit à ma tête. Pas plus qu'à celle de Julien, je trouve. Julien, il a les yeux qui pétillent. Ah oui. J'ai les oreilles là, je me ange là. Alors, David, moi je voulais te demander, pour les auditeurs qui ne le savent pas, comment ça se passe une séance de doublage? C'est un peu compliqué à expliquer sans avoir comme ça la rentrer radio. Dans les détails. Non, pas du tout. Je vais rentrer dans les détails, mais alors, comment vous dire? On est dans un grand studio, très grand studio généralement. On a un grand écran devant nous. En dessous de l'écran, vous ne voyez pas là, cher auditeur, mais je fais des gestes en même temps pour. En dessous de l'écran, on a ce qu'on appelle une bande rythmo sur laquelle passe le texte, se déroule le texte. À gauche de cette bande rythmo, il y a une barre, la barre de la rythmo. Quand le texte passe au niveau de cette barre, on dit le texte. Voilà, il y a le personnage sur la bande rythmo, il y a plusieurs lignes avec les noms des personnages devant la phrase qui leur correspond. Et quand le texte passe au niveau de la barre, on dit le texte qui a été au préalable synchronisé, en tout cas au niveau de l'entrée et de la sortie, a été synchronisé par rapport au mouvement des lèvres, etc. Et il a non seulement été synchronisé, voilà, en entrée et sortie de phrases, mais il a aussi été, il y a un gros travail de traduction et d'adaptation pour que les lèvres coïncident avec les lettres employées ou les voyelles particulièrement employées ou les dentales ou les etc. Donc c'est vrai qu'on peut pas mettre si quelqu'un en gros plan, un comédien à l'image fait un O et que nous sur la bande rythmo il y a écrit A, le O et le A n'est pas la même ouverture de bouche, donc on peut pas mettre un O sur un A et réciproquement. Donc il y a un travail en amont qui est fait avec très important, très important avec les traducteurs et adaptateurs qui vont vraiment essayer de mettre la langue française est très riche, donc on a cette chance-là, qui vont trouver les bons mots pour que la situation soit respectée, pour que l'idée du texte soit respectée, pour que l'idée de la scène soit respectée, mais qui en plus seront synchrones. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a ce travail d'adaptation, de traduction, le travail des comédiens, il y a le travail de la direction artistique. On n'est pas tout seul, hein, les comédiens dans un studio avec un ingénieur du son, donc il y a l'ingénieur du son aussi qui a une énorme part de responsabilité, de travail aussi dans cette équipe. Et il y a donc le directeur artistique, qui est la personne qui généralement nous engage, ou en tout cas nous fait venir sur un personnage, que ce soit un personnage important ou le principal ou même un guest ou ou des ambiances même, et qui va diriger véritablement la chose. C'est-à-dire que nous on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans la scène, dans le film, alors que généralement le directeur artistique lui a vu l'épisode ou a vu le film en amont et peut mieux nous diriger, mieux nous dire voilà je le ferai plus comme ça ou moins comme ça. Donc c'est très important cette direction artistique. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà. Personne n'est parfait, donc on peut tous se planter, autant le directeur artistique que l'ingé son, que les comédiens, que le texte qui quelquefois peut être là. Mais c'est pas grave. On est là pour travailler. Donc on peut s'améliorer les uns les autres en travaillant les uns avec les autres en communion pour essayer de faire le maximum de bien, de bon. Voilà. Voilà. Une petite question, pour enregistrer un film, ça dure combien de temps à peu près Ça dépend. Ça dépend. Alors je vais pas parler d'une époque révolue où on prenait vraiment beaucoup plus de temps. Maintenant avec l'informatique, avant on travaillait avec des vraies bandes, c'est-à-dire que quand on faisait un épisode par exemple d'une série, on commençait l'épisode à la scène 1 et puis le temps d'aller à la scène 50 par exemple, fallait que toute la bande défile pour aller jusqu'à la bande 50. Maintenant tout est numérisé. Donc, par ordinateur, on peut très bien passer de la scène 2 à la scène 50 en un bouton. On met le timecode. Le timecode, c'est les petits chiffres qui se déroulent et qui le nom du film et qui permet voilà. Donc, aussi, on va à 1 minute 0,30 secondes et 25 machins, on peut aller à 2 minutes et machin. Donc, on y va avec un seul clic. Donc, on n'est plus obligé d'avoir les comédiens tout le temps en studio, tout le temps. Maintenant, généralement, on travaille en regroupant les scènes
Donc, pour un travail qui avant prenait, je sais pas, un jour et demi, 2 jours, parce qu'on devait faire défiler tout le film ou toute la série ou tout l'épisode, etc. Machin. Maintenant, on peut aller d'une scène à une autre très très vite. Donc, ça prend beaucoup moins de temps qu'avant. Le fait est que sur un film 35, ce qu'on appelle les 35, c'est des films cinéma, parce que c'est une 35 millimètres, on prend plus de temps que sur une série ou sur un téléfilm. Voilà, parce que les grosses majors, les gens, les clients y attachent beaucoup plus d'importance, parce que j'imagine, des enjeux financiers qui sont un peu différents. Voilà, c'est des grosses sorties mondiales pour des gros films, etc. Donc, on prend plus le temps. Voilà. On calcule sur une série ou sur un téléfilm, en moyenne, parce que rien n'est définitif, mais c'est 5 scènes ou 6 scènes, ce qu'on appelle des boucles, 5 ou 6 boucles en 1 heure, globalement. Sur un long métrage, ça peut être 1 ou 2 scènes, 3 scènes quand elles sont simples, par heure. Globalement, hein, mais bon voilà. Ce qui fait que quand on fait 2 scènes en 1 heure, on a une demi-heure, voilà, pour travailler sur une scène, et donc on peut vraiment, sur un film cinéma, on peut vraiment travailler plus en précision, reprendre une phrase, reprendre un mot, faire plusieurs pistes, puis après le client choisira la piste qu'il veut, etc. Donc c'est un travail totalement différent. Mais ça dépend aussi du nombre de lignes qu'on a et du nombre de textes qu'on a. Ce soit sur le dernier Jurassic, je crois que j'ai dû travailler 1 journée et demie, je crois. D'accord. Mais voilà, et sur le dernier, l'opus 5 par exemple de Halo, le Major avait très très peu de texte, enfin très peu, tout est relatif, mais avait pas beaucoup de texte à dire sur l'opus 5. J'ai travaillé une demi-journée, 4 heures. Plus rapide. Mais on travaille différemment, parce qu'on travaille avec des fichiers Excel quand on est en jeu vidéo. C'est vraiment des techniques vraiment différentes, voilà. Mais pour l'opus 4 du Major, sur Halo, j'avais 1 journée et demie ou 2 de boulot. Donc ça dépend du nombre de textes qu'on a en fait aussi. Ok. Une autre question, quand vous enregistrez vos scènes, par exemple, lors des films, on voit qu'il y a 2 comédiens qui sont en train de discuter ensemble. Et lors de l'enregistrement des voix françaises, est-ce que vous êtes aussi tous les 2 comédiens l'un côté de l'autre pour faire l'enregistrement, ou c'est vraiment l'un après l'autre que vous enregistrez? C'est vrai que c'est plus sympa d'abord de travailler avec ses potes, donc je préfère effectivement quand on travaille à 2 ou même à 3 à la barre, voilà. Ah oui, j'ai pas terminé tout à l'heure l'explication. Donc devant l'écran et cette bande rythmo, nous on est à quelques mètres derrière, il y a une barre qui nous empêche d'avancer, et on a un micro devant nous, donc on joue la comédie en étant debout devant une barre qui nous empêche d'avancer, etc. Donc on est debout sans pouvoir forcément faire les gestes, donc c'est vraiment, tout est vocal, ça aussi c'est important. Bref, donc on peut être à 2 ou 3 à la barre devant le micro. C'est plus sympa effectivement d'avoir la réplique tout de suite, etc. Sauf que pour des raisons purement techniques, qui sont des raisons de mixage, très souvent, surtout pour les films cinéma, qui demandent un mixage vraiment très particulier, très pointu, encore plus pointu que pour les séries et les téléfilms, on sépare les comédiens. Donc il peut se trouver surtout quand les phrases se chevauchent. Bon, imaginons une scène de 2 personnages qui s'engueulent, s'ils se parlent l'un sur l'autre, pour être sûr qu'on a bien la finalité d'une phrase et qu'on a bien le début de la réplique de l'autre, s'ils chevauchent, il vaut mieux qu'on enregistre. Voilà. Donc on enregistre quelquefois seul. D'accord. Voilà. Et après, quand on écoute les 2, on voit si ça répond bien, quoi. Si les répliques se répondent l'une l'autre. Donc c'est un autre travail. Mais encore une fois, c'est de la technique, tout ça. Hein. C'est de la technique. Et puis on s'y fait avec le temps aussi. Hein. Mais c'est vachement passionnant. Et indirectement, tout à l'heure, vous avez répondu à une question que je voulais vous poser. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences en termes techniques, la différence entre doubler un film ou une série, un dessin animé et un jeu vidéo? Donc indirectement, vous avez répondu. Alors, quand il s'agit de films, de séries, de dessins animés, en doublage vraiment, le jeu vidéo c'est encore un truc à part. C'est pour ça. On a ce système d'écran, de bande rythmo, de barres, de micro, de machin. Voilà. Donc il n'y a pas de différence technique. Pour le coup, en jeu vidéo, là c'est totalement différent. On a un écran, on n'a pas d'image.
Absolument pas d'image. Même pour le cinématique, on n'a pas d'image. Enfin, ça arrive maintenant qu'on ait un petit peu d'image pour les cinématiques. Dernièrement, pour Destiny, j'ai eu quelques images, donc il fallait qu'on soit synchrone et on a travaillé un peu avec une image, une bande rythmo, tout ça. Mais généralement, non. C'est des voix, quand le joueur est en plein jeu, on entend tout à coup la voix du major ou la voix de je ne sais qui. Donc on entend la voix. Et voilà. En plus, le major, ce qui est formidable, c'est qu'il a un masque, donc je m'en fous d'être synchrone. C'est quand même, ça ne se verra pas. Non, mais, voilà. Sauf que c'est pas totalement vrai, parce que donc on travaille sur, on a un tableur Excel avec plein de répliques. Chaque ligne du tableur Excel est une réplique. Et on entend la version étrangère, donc anglaise pour le coup, américaine, et en même temps qu'on entend cette version, on a le texte dans une ligne du tableur Excel. Mais en plus de ça, on a des formes d'ondes. Des formes d'ondes, je sais pas si chacun voit ce que c'est qu'une forme d'onde, c'est-à-dire que là je peux, pour le coup je peux pas, il y a pas, c'est visuellement, voilà, c'est comme une forme d'onde, c'est comme, vous savez, comme les autres électrocardiogrammes, vous savez, ça fait tic tic tic, ça fait des ondes comme ça, tic tic tic, voilà. C'est pareil, la voix crée des ondes comme ça. Voilà. Et donc cette forme d'onde, elle peut durer 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, etc., selon la longueur du fichier à enregistrer. Et très souvent, l'adaptation française et la traduction française ont été faites de telle sorte que on ne dépasse pas la forme d'onde américaine. C'est-à-dire que si la forme d'onde fait, je dis une bêtise, 5 secondes, eh ben il faut qu'on mette la traduction qui a été écrite, adaptée, dans ce format-là. Donc on ne doit pas dépasser. On a quelquefois une marge de plus ou moins 10%, mais globalement on ne doit pas dépasser. Donc il y a un autre travail. Là pour le coup, il faut qu'on colle notre voix sur la même forme d'onde que la forme d'onde d'origine. Donc c'est encore une autre technique. Bien, et voilà. Ce sera avec plaisir aussi qu'on vous recevra de nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.